Avec quelques minutes de retard, nous sommes finalement chez vous. Bonjour à tous et bon réveil sur Canal 3 et canal3télévision.com. Merci de démarrer votre journée avec nous à travers donc cette matinale Actu Matin. Bonjour, bienvenue. Toute l'équipe est en place. Nagui Balagwe, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Wahab Alipara, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Bienvenue. Dans un instant, on va vous retrouver à travers les unes pour vous, Wahab, et le mini-journal pour vous, Nagui Balagwe. Prenez place donc. Au sommaire, le dernier bilan épidémiologique du coronavirus au Bénin sur le site officiel du gouvernement. Le communiqué renvoie à une situation sanitaire plutôt inquiétante. Les chiffres ce matin font état de 765 cas positifs. 493 personnes actuellement en cours de soins, 253 guéris et 13 décès. Ça grimpe, la vigilance doit être de mise. Dans cette matinale, on en parle. Ils ont 6 ans pour conduire l'action publique dans les communes. Entrés en fonction il y a quelques jours, les 77 maires élus ou désignés par leur parti politique sont investis d'une mission, celle de porter les communes à un niveau de développement beaucoup plus appréciable. Désormais pourvu du pouvoir exécutif, certains ont décliné leur feuille de route, d'autres sont encore dans le silence. Ils cherchent apparemment leur marque. De ce départ pris, on va l'aborder au forum de discussion. À suivre bien avant, l'opinion du chroniqueur Moïse Dosoumou porte son analyse sur les communes aux mains des forces Cori pour un Bénin émergent. Messieurs les maires FCBE, vous avez l'obligation de bonne gestion et de résultats. Dans moins de 15 minutes, la chronique. Pour contribuer à répondre aux difficultés d'accès des jeunes à l'emploi, le gouvernement du Bénin a lancé un projet d'emploi d'avenir. Il s'agit du programme spécial d'insertion dans l'emploi. Nous comprendrons mieux les contours de ce programme ouvert au profit des jeunes diplômés de l'enseignement professionnel. En plateau ce matin, nous recevons en invité Charlemagne Lokossou. Il est le coordonnateur du PSIE. Merci de prendre ces différents rendez-vous. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire ? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. L'actualité ce matin, politique et santé. Allons prendre les premières nouvelles à la une des parutions du jour et c'est avec vous, Wahab Alipara. Bonjour Christian, bonjour à tous. À la une donc de l'actualité, vous l'avez dit, politique et la tristesse puis l'inquiétude grandissante liée au coronavirus. On va commencer par fraternité, atelier de formation à Boycon. Le bloc républicain lance l'opérationnalisation des 10 engagements de l'élu républicain. Ancrage de l'Union progressiste dans le département du Zou, Boycon, Djidja et Zakpota, des viviers électoraux avérés du parti. Célébration de la journée de l'enfant africain à la prison civile de Porto-Novo. L'honorable Sedami Medegan Fagla engagé pour le plein épanouissement des enfants. Covid-19 au Bénin, les pluies, un facteur aggravant. Dernier bilan officiel, 13 morts, 765 cas et 253 guéris. Riposte contre le coronavirus au Bénin. La Sobebra offre des kits aux promoteurs de bars d'Abomey Calavi. Opposants contraints à la vertu, c'est le titre de la chronique signée ce matin Moïse Dosoumou. À la une maintenant de la Nation, organisation du secret de la défense nationale, la Cour constitutionnelle déclare la loi
exécutoire. Gestion de la crise liée au Covid-19 dans le département du Borgou, les formations sanitaires et responsables des pharmacies mises en garde. L'actualité, démarrage des examens de fin d'année, lancement ce jour du certificat d'aptitude professionnelle. La cérémonie d'installation des nouveaux chefs d'arrondissement de Cotonou, le thème du maire Luc Atrokpo au grand complet. La cime de l'info, après être élu CA de Doumen dans la commune de Savalou, François Djoda Achou remercie les populations. Il plaide pour que l'électricité, l'eau et la voie soient désormais effectives dans cette localité du Bénin. Éducation, 4875 candidats à l'assaut du CAP dès ce jour. Ainsi démarre la vague des examens. Défi info, explication sur le programme spécial d'insertion dans l'emploi. Charlemagne Lokosso, Achille Oussou et Urbain Amegbedi ont mis toute la lumière sur le programme. L'économiste emploi des jeunes au Bénin, la CCIB expose les tenants et aboutissants du programme PSIE, développement durable et emploi, talent incubateur, un laboratoire de solutions efficaces. L'informateur, déclaration d'Achille Oussou de la BAI à propos du programme PSIE, c'est une initiative du président de la République qui sera suivie avec rigueur et efficacité. Soleil levant, pluie interminante au Bénin. Le maire Angelo Oussou d'Abomey-Cala vit face à un grand défi dans sa commune. Assemblée nationale, les députés à l'hémicycle mardi. Demain donc, voici les 6 points inscrits à l'ordre du jour. Info Plus, prétendu cas de Covid-19 à l'ANAT, la vengeance nauséabonde du SG Athanase Oussou, développement à la base, le bloc républicain outille ses élus municipaux. Bénin intelligent, programmation budgétaire 2020-2023, la croissance en hausse dès 2021, lutte contre les crimes rituels et autres incivismes, la religion protège son image. Le matin, accès universel à l'eau potable d'ici 2021, l'infrastructure hydraulique à Huogame, à Diakotome, bientôt une réalité. Pandémie du coronavirus au Bénin, le Bénin enregistre 2 nouveaux décès, 115 nouveaux cas détectés. Le Soleil Bénin Info, décentralisation, 4e mandature, les maires, bloc républicain à l'école de la bonne gouvernance. Le parti confirme la mise en œuvre de ces 10 engagements. Et puis, détection de plusieurs cas de coronavirus à l'ANAT. Le directeur général Thomas Agbeva ne dort plus. La relève, mesures sociales liées au Covid-19 dans le domaine des transports. Le ministère des Finances donne des précisions d'importantes clarifications du directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi. Et puis, formation des élus républicains à Boycon. Le maire Rufino d'Almeida gagne le pari de l'organisation. Le potentiel examen demain de la loi portant statut des militaires, douaniers, forestiers et policiers, la clairvoyance des députés pour sauver les subalternes. Présidentielle de 2021, shortlist des potentielles candidatures. Libération Covid-19, de nouveaux décès et 115 nouveaux cas détectés. Nécessité du respect strict des gestes barrières. La cloche à présent, programme spécial d'insertion dans l'emploi. L'équipe de pilotage donne des précisions et rassure. Des semaines après la campagne médiatique des communales de 2020, la HAC peine à payer les journaux réquisitionnés. Le challenge cette fois-ci, lancement début juillet du programme PSIE, jeunes diplômés à vos marques, non-paiement des organes de presse, que de
piétinement à la HAC. Le matinal, flambée des cas confirmés du coronavirus au Bénin, la situation sous contrôle dans les centres de traitement. Il n'y a pas de débordement, rassure le ministre Benjamin Hunkpati. Les 6 nouvelles recommandations de l'Église catholique à retrouver dans les colonnes de Le Matinal. Il ne faut pas attendre l'hécatombe avant d'y croire, renseigne le directeur national de la santé publique. Les 4 vérités, Assemblée nationale, militaires, policiers, douaniers et forestiers fixés sur leur statut demain mardi. Les députés examinent 6 projets de loi mardi au Parlement. Lutte contre le coronavirus, l'ONG fait don de gel hydroalcoolique à plusieurs mairies bientôt. La boussole, déclaration de Charlemagne Lokossou relative au PSIE. L'État prend en charge les salaires et les charges sociales des diplômés. Voilà, Christian, un tour rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui nous apprend que le bloc républicain est en atelier de formation à Boycon. Voilà, et c'était dimanche du côté de Boycon, hier dimanche 21 juin 2020, le bloc républicain qui a lancé donc l'opérationnalisation des 10 engagements de l'élu républicain. On se rappelle, ces 10 engagements qui ont fait l'objet de campagne électorale pour les dernières élections communales et municipales. L'élu républicain marche vers une gouvernance communale moderne, c'est le thème qui a rassemblé maires, adjoints au maire et les membres du bureau politique de ce parti sous la présidence de son secrétaire général Abdoulaye Bio Tchané, et le communiqué final qui a sanctionné cette rencontre martèle ceci, je cite: les élus bénins ont pris devant le bureau politique l'engagement solennel de respecter les grandes orientations politiques du bloc républicain afin de faire des communes sous leur gouvernance des modèles. Parlons justement de cette gouvernance à l'ère de la 4e mandature de la décentralisation. On va retrouver les débatteurs tout à l'heure au cours du forum de discussion, puisque c'est le sujet que nous allons aborder ce matin. Vous suivrez également ce matin et dans un instant la chronique du jour signée Moïse Dossoumo, qui rappelle aux opposants qu'ils sont contraints à la vertu, parlant justement du parti Force Cori pour un Bénin émergent qui a la responsabilité de diriger certaines communes du Bénin au sortir des dernières élections. La chronique est à retrouver tout à l'heure. Et puis le quotidien Fraternité qui nous rappelle et nous rapporte ce matin ce drame survenu à Cotonou, au quartier Kendonou, un bébé qui a été retrouvé sous le pont de Kendonou, non loin du CG Lonokwe, au milieu de hautes herbes. Le bébé a été sauvé par des élèves aux alentours de 10 heures à la suite des cris qu'il émettait donc. Et le journal qui rapporte ceci avec précision: emballé dans un paille, le nouveau-né a été retenu par les jacinthes d'eau. Il ne s'est pas noyé comme l'aurait souhaité la personne qui l'a jeté. Les riverains n'ont pas pu rester inactifs face à ce spectacle. Munis de bambous, les plus courageux ont affronté l'eau pour aller sauver ce bébé. Il a été confié par la suite aux policiers postés devant le collège Le Nokwe, Nagibalawi. Un drame. Oui, absolument, malheureusement. Et ça ne finit pas, c'est séculaire. Et puis, bon, voilà, on vit avec. Après la situation qui est survenue la dernière fois, où ce bébé, cet enfant a été nourri aux matières fécales, cette fois-ci, c'est un bébé qu'on jette sous le pont. C'est bizarre. Alors, les titres du mini-journal. Merci, Christian. Bonjour à nouveau à tous. Cotonou installe ses adjoints au maire portés à la tête des différentes subdivisions de la métropole, le VALS. C'est poursuivi et a permis aux maires des 9e, 11e et 13e arrondissements de se voir asseoir. Vendredi dernier, dans la plénitude de leurs nouvelles responsabilités, élus au conseil et désignés par leur parti, ils président désormais aux destinées de leurs arrondissements respectifs. Petit condensé ici tout à l'heure des différentes cérémonies de prise de commandement. Et puis, week-end bien animé également du côté de Natitengu, où la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuelle du Bénin, FCCAM Bénin, a pris ses quartiers samedi. Les responsables arrivés de partout s'y sont retrouvés autour du bilan de l'année écoulée. C'est l'Assemblée générale ordinaire de la 27e édition de l'organisation, et elle a débouché sur l'inauguration d'un module de 3 salles de classe offertes au collège d'enseignement général de
Beresingo. Voilà, nous allons revenir au midi-journal tout à l'heure en cours d'émission. On va retrouver notre chroniqueur Moïse Dossoumou. La pause, je vous reviens juste après. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. La famille Yuki s'agrandit. Découvrez Yuki Cola avec son goût unique. Un moment de rafraîchissement fun et délicieux. Disponible dans tous vos points de vente au prix conseillé de 200, 400 et 350 francs CFA. Yuki Cola, le nouveau parfum de la famille Yuki. Et voilà, bienvenue, c'est le mini-journal sur Actu Matin. La municipalité de Cotonou continue d'installer ses adjoints au maire. Vendredi dernier, ce sont les chefs des 9e, 11e et 13e arrondissements qui ont été installés. L'opération s'est déroulée dans les 10 arrondissements et marquée par le port officiel d'écharpe au nouveau chef d'arrondissement. Retour sur les temps forts de la cérémonie avec Nagui Balaoui. Augustin Rossinon revient dans l'équipe municipale de Cotonou, cette fois-ci en qualité de chef du 9e arrondissement. À travers la présente cérémonie de port d'écharpe, le nouveau chef d'arrondissement est pleinement investi dans ses fonctions. Je voudrais également compter sur l'assistance et les conseils de notre formation politique, l'Union progressiste, dont les premiers responsables ont fait l'honneur de me désigner pour assumer cette exaltante et noble mission d'œuvrer pour révéler le 9e arrondissement à tout point de vue. Dans le 11e arrondissement de Cotonou, le nouvel homme fort a nom Ayaovi Georges Raymond. Il est officiellement installé dans ses fonctions par le 2e adjoint au maire. Monsieur le représentant du maire de Cotonou, la tâche à accomplir au cours de la nouvelle mandature sur votre leadership éclairé est immense et le 11e arrondissement ne doute point de vos capacités à l'accompagner dans son développement. Le 11e arrondissement attend donc beaucoup de votre ingéniosité et des recherches et des expériences que vous avez capitalisées, monsieur le maire, pendant 17 ans de gouvernance locale dans notre pays. Aussi, vous pouvez compter sur le 11e arrondissement pour la réussite et le développement de la ville de Cotonou. Plus qu'un pivot pour la nouvelle équipe dirigeante, Messan Folie Bébé reprend son fauteuil pour poursuivre les œuvres de développement à la base dans le 13e arrondissement de Cotonou. Sa mission commence par la présente cérémonie de port d'écharpe. Lorsque vous rentrez dans une maison et le salon est sale, vous devez comprendre déjà ce qui devait se passer dans la cour. Si au sein de l'arrondissement, nous vivons cette difficulté, ça veut dire dans nos quartiers, nous avons des problèmes. Et ces problèmes ne seront pas réglés sans que nous soyons ensemble pour travailler. Nous demandons à tout et chacun de nous de porter à la pierre à l'édifice pour que les difficultés que nous vivons au sein du 13e arrondissement, spécialement en passant par la sécurité, parce que lorsque vous n'avez pas de voie, lorsque vous avez des difficultés d'accès, ça veut dire que vous avez des problèmes de sécurité. Fort de ses expériences à la tête du 13e arrondissement, Messan Folie Bébé maîtrise les enjeux en cours et saura jouer la carte de l'unité sur son territoire de compétences afin de réussir la mission qui lui est assignée
par la nouvelle équipe municipale dirigée par Luc Setonji Atropo. Gouvernance à la base, toujours. Revenons à cette concertation dans le département du Koufo entre les préfets, ou le préfet du Koufo, les maires et leurs adjoints Naguib. Il faut dire qu'on en avait certainement besoin. La séance qui s'est tenue vendredi devrait faire office de première rencontre officielle entre parties prenantes au niveau des différentes collectivités territoriales avec, bien entendu, la tutelle s'est déroulée dans les locaux de la préfecture d'Aplaoué et a permis à l'autorité de procéder à un bref rappel en ce qui concerne la gouvernance, les règles d'or en matière de gouvernance à la base. Les figures à la tête des exécutifs communaux du département du Koufo sont ici autour de leur autorité de tutelle, le préfet Christophe Mengbedji. Pour une première rencontre, c'est la principale salle de conférence de la préfecture d'Aplaoué qui a été choisie pour abriter les échanges. Nous avons le devoir de vous adresser solennellement nos chaleureuses félicitations pour votre élection aux différents postes. Autour de la table, on retrouve notamment les maires qui sont désormais à la tête des hôtels de ville du département à la faveur de la 4e mandature de l'ère de la décentralisation au Bénin, leurs adjoints, le préfet et ses chargés de mission. La préfecture d'Aplaoué, conformément bien sûr à notre mission d'assistant conseil et de contrôle de légalité, nous avons jugé utile de tenir la présente rencontre afin de vous entretenir sur quelques notions essentielles de la gouvernance locale, de même que sur les bonnes pratiques qu'il convient d'observer dans la gestion des affaires publiques locales. Et ceci en rapport avec les lois et règlements en vigueur. Parmi les 6 maires invités à cette réunion, 4 sont nouveaux. Il s'agit des maires des communes de Koulekamé, Djakotomé, Dogbo et Aplaoué. Nous avons jugé utile que des praticiens qui sont autour de moi ici puissent discuter avec vous, afin que chacun sache où poser le pied pour ne pas commettre des erreurs. Dans ce secteur, il n'y a jamais d'anciens. Et les nouveaux doivent se dire qu'ils sont là pour aller à la quête du succès, en faisant bien. Le port de masques de protection étant une obligation en République du Bénin, les maires ont été appelés à la rescousse par la police républicaine pour une bonne sensibilisation des populations. Donc par rapport à cette pandémie, nous avons pensé les associer, nous avons pensé travailler ensemble pour que nous puissions vaincre le fléau. Le préfet Christophe Mengbedji a exhorté les maires de son département à travailler pour le renforcement de l'unité des fils et filles de Koufo. L'édition 2020 des Jeux concours de culture générale a connu son épilogue. Samedi, les responsables de l'organisation non gouvernementale Promo, Éducation et Loisirs ont procédé à la remise des prix aux lauréats de cette 15e édition. Le concours a été parrainé par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui était présente à la cérémonie. C'était à la salle de conférence du Conseil national des chargeurs du Bénin. Voici la première des lauréats de la 15e édition des Jeux concours de culture générale organisés par l'ONG Promo Éducation et Loisirs. Comme elle qui reçoit ainsi le premier prix de cette année, les 2e et 3e ont respectivement reçu une tablette et un poste téléviseur. Par ordre de mérite avec des prix différents, 193 autres jeunes ont reçu eux aussi leur lot, ce qui porte le nombre total des récipiendaires à 200 apprenants. Respect des gestes barrières oblige, la remise des prix s'est déroulée par lot de 10 personnes. Par cette initiative, l'ONG Promo Éducation et Loisirs entend promouvoir l'excellence en milieu scolaire et universitaire par la culture générale. Ces lauréats ici présents ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans les travaux de recherche qui leur ont été confiés. Si cette cérémonie a été effective, est toujours effective chaque année. Et depuis 14 ans, parce que nous sommes à la 15e édition, c'est grâce au maillage existant à l'ONG Promo Éducation et Loisirs et les sponsors. Je profite par ce canal pour une fois encore remercier l'ONG Promo Éducation et Loisirs à travers ces intéressants prix que nous venons de recevoir. Nous promettons en faire un bon usage.
Cette édition des Jeux concours de culture générale est soutenue par une brave femme de culture qui s'est illustrée dans le monde universitaire. Il s'agit du professeur Éléonore Yahi Ladékan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui a offert à l'ONG cette moto neuve. À ses côtés, la direction générale de la Poste du Bénin, grâce à qui de nombreux lots ont été mobilisés. La ministre s'est déplacée pour témoigner donc son attachement à la culture et surtout la promotion de l'excellence en milieu scolaire et universitaire. Je suis fière de voir que l'on continue à faire la promotion de la culture générale. Il faut prendre la mesure de la situation et cultiver, les aider à se cultiver davantage. C'est pour cela que je salue sincèrement les responsables de l'ONG Promo Éducation et Loisirs, notamment son président, Gabin Edou. Cette initiative est bien louable et mérite d'être encouragée. C'est pourquoi je n'ai pas hésité un instant à accepter parrainer la présente édition qui entre dans le cadre de la promotion de l'excellence. La promotion de l'excellence qui est une valeur importante et qui est promue au plus haut sommet de l'État par son Excellence le Président Patrice Talon. Et nous devons garder cette impulsion qui nous donne de cultiver l'excellence partout où nous sommes. À titre de reconnaissance de ses œuvres sociales et son engagement dans la promotion de l'excellence au Bénin, l'ONG a distingué la ministre Ladékan Yahi avec ce trophée d'humilité politique. Après cette 15e édition réussie, le président de l'ONG Promo Éducation et Loisirs s'engage à poursuivre son combat de promotion de l'excellence dans les établissements scolaires et universitaires. Ceci par la culture générale des apprenants. Cap sur Nati Tengu, où la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin FESECAM Bénin a organisé les 17 et 18 juin 2020 sa 27e Assemblée Générale Ordinaire, occasion de faire le bilan de l'année écoulée et d'élire de nouveaux responsables pour divers organes. Cette Assemblée Générale aura également permis de l'inauguration d'un module de 3 salles de classe à Berisingo, toujours dans la commune de Nati Tengu. Voici le reportage de Régis Hippolyte Agossou et Kadri Makoni. Ces assises de Nati Tengu, limitées essentiellement aux délégués des 33 SECAM du territoire national du fait du Covid-19, marquent la 27e Assemblée Générale Ordinaire de la FESECAM Bénin. Une rencontre annuelle qui permettra à la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin non seulement de faire le compte-rendu des activités de l'exercice 2019 et de prise de décision, mais aussi d'élire de nouveaux membres pour les différents organes. Cette Assemblée Générale se tient dans les délais prescrits. J'invite les délégués à faire preuve de sénérité et de responsabilité afin de porter toujours plus haut les flambeaux de notre institution numéro 1 de la microfinance au Bénin. À l'occasion de cette Assemblée Générale, et comme d'habitude, la FESECAM Bénin a procédé à la remise d'un module de 3 classes avec bureaux et magasins entièrement équipés de tables et bancs au Collège d'enseignement général de Berisingo dans la commune de Nati Tengu. Au niveau du résultat que nous dégageons par année, nous affectons sous forme de ristourne une partie à la population pour que la population aussi en bénéficie. C'est la chance du CG Berisingo, bénéficiaire de ce grand joyau, un module de 3 grandes classes entièrement équipé en table-banc, en bureau pour le directeur et du collège, le tout d'une valeur totale d'environ 27 millions de francs pour soutenir encore dans le milieu l'enseignement et la formation, source de développement. Un geste apprécié à sa juste valeur par les différents bénéficiaires de ce joyau qui donne une nouvelle image à ce lieu de savoir. Je suis très content de ce geste que la FESECAM vient de faire. Je comprends en dehors de leur mission économique, ils mettent un accent sur le volet social. Ils viennent de nous sortir d'une honte nationale. Le cas de CG Berisingo était une honte nationale. Depuis 4 ans que le collège est crié, il n'y a pas de module de salle de classe. C'est pourquoi les mots nous manquent pour dire merci, 1000 fois merci à la FESECAM. Merci pour cette œuvre sociale qui vient traduire une fois encore sa proximité
auprès des communautés de notre pays et particulièrement celle de l'Atakora. À noter qu'à cette 27e Assemblée générale ordinaire de la FESECAM Bénin à Natitengou, 7 nouveaux membres ont été élus pour 3 organes. Ceux en fin de mandat ont reçu chacun un tableau d'honneur et une enveloppe financière pour services rendus. Porto Novo accueillera la prochaine Assemblée générale ordinaire de la FESECAM Bénin. Un peu plus au sud, mais à l'est, la Fédération nationale des producteurs d'anacarde du Bénin, FENAPAB, œuvre pour le rayonnement de la filière Kaju. C'est à travers la célébration de la toute première édition de la journée de mise en terre de l'anacardier ce mardi 16 juin 2020 à Parakou. Plusieurs centaines de plants greffés d'anacardier ont été plantés à cette occasion. L'événement a réuni les acteurs de la filière, la section communale des eaux, forêts et chasses et les autorités de la ville. Environ 300 plants d'anacardier améliorés mis en terre ce mardi 16 juin à Kpasagambou dans la commune de Parakou. C'est une initiative de la Fédération nationale des producteurs d'anacarde du Bénin pour susciter et augmenter la production. À travers cette initiative qui s'inscrit d'abord dans le cadre de la Journée nationale de l'arbre, la FENAPAB entend également accompagner l'État central dans l'atteinte des objectifs du Programme national de développement de la filière anacarde PNDFA et conformément à notre vision, chaque site ayant accueilli des plants greffés bénéficiera d'un programme d'entretien de sorte à devenir une parcelle école où tout producteur étudiant ou curieux pour venir apprendre. Occasion pour le directeur général de saluer les efforts du gouvernement pour promouvoir davantage la filière. Le gouvernement du Bénin accorde quand même une attention particulière à cette filière parce qu'après le coton, c'est l'anacarde. Et en termes de ressources financières, l'anacarde constitue le 3e pilier de l'économie nationale, après le coton et le port autonome de Cotonou. Nous avons retenu ce jour pour mettre en terre les plants d'anacardier, ceci dans le but de lutter contre la désertification et aussi de réfléchir ensemble pour aller dans le sens de la promotion des plants greffés d'anacardier. Cette première édition de la journée de mise en terre de l'anacardier que la FENAPAB veut pérenne dans les 35 communes où elle est présente a reçu le soutien des autres acteurs de la filière et des autorités de la ville, notamment de la mairie de Parakou qui a rendu disponible ce site d'1 hectare. Pour moi, c'est encore petit. Arrivé à la mairie, nous allons nous approcher du maire pour qu'il puisse négocier avec les services techniques pour qu'on ait encore d'autres sites pour la mise en terre de d'autres plantes d'anacarde. C'est une fierté pour nous. Nous n'allons pas nous arrêter seulement à ce que FENAPAB fait. Individuellement, pris individuellement, nous allons également prendre l'initiative de planter autant d'arbres d'anacardier dans nos différents pôles. Des impressions de félicitations d'abord, de remerciements, c'est pour améliorer encore plus la production. Ça nous encourage plus et ça va encourager encore plus les producteurs pour le rendement de faire des plantations plus grandes que ça. Ensemble, luttons contre la désertification et la pauvreté. C'est le message que passe la FENAPAB pour le compte de cette première édition de la journée de mise en terre de l'anacardier. Voilà, à vous, Nagui Balagoué, on va poursuivre ce mini-journal avec la Fondation Etisalat Bénin, du réseau de téléphonie mobile Move Bénin qui était vendredi aux côtés des femmes membres du groupement Ifelodon. C'est dans la commune d'Adjaouéré, ces femmes qui autrefois éprouvaient de sérieuses difficultés en ce qui concerne leurs activités génératrices de revenus, se sont vues dotées de matériels et équipements pouvant leur permettre d'accroître leur production. Le point de la cérémonie de remise de matériel dans cet élément signé Teddy Goudalo, présenté par vous, Nagui Balagoué. À travers cette cérémonie de coupure de ruban, les femmes du groupement Ifelodon reçoivent à cœur joie ces différents matériels et équipements de production. Il s'agit d'une 50aine de tabourets, d'une dizaine de marmites,
d'un groupe électrogène, d'une râpeuse de manioc mobile, de 2 bâtiments flambant neufs et la liste n'est pas exhaustive. Un geste de la fondation Etisalat Bénin, du réseau de téléphonie Move Bénin, au profit de ces femmes dans la commune d'Adjaouéré. Notre prière est enfin exaucée par Dieu lorsque le choix est porté sur nous par la fondation Etisalat, recherchant un groupement très actif dans la transformation des produits agricoles dans la commune d'Adjaouéré. Mon association est aujourd'hui parmi les organisations éligibles au rang des bénéficiaires de vos dons en nature et pécuniaire. Ces équipements viennent non seulement soulager les peines de cette transformatrice de produits agricoles, mais ils permettront également l'accroissement de leur activité première, à savoir la production du gari et ses dérivés. Une fierté pour les autorités à divers niveaux de la commune et la secrétaire exécutive de Etisalat Bénin Fondation qui a personnellement conduit à bon port ce projet. Voilà les conditions dans lesquelles ça se faisait et les femmes ont souhaité que nous leur rendions le site de travail salubre. Le projet était parti du fait que nous devions creuser des puisards pour que l'eau d'écoulement du manioc puisse passer. Et de ce petit projet, le projet a grandi et est devenu ce que vous voyez aujourd'hui. Améliorer les conditions de travail des femmes fait partie des priorités de la Fondation Etisalat Bénin, en plus de l'éducation et de la santé. C'est pour toutes ces raisons que Move Bénin, à travers sa fondation, vous offre aujourd'hui des paillotes pour vous permettre de travailler dans un lieu sain, assaini et loin des intempéries telles que la pluie ou le soleil. Il a fallu la rencontre d'un savoureux amour, il fait le doux, avec un mouvement de soutien et d'accompagnement sans limite, des initiatives à la base pour que naisse ce joyau. J'invite les bénéficiaires à en faire un très bon usage en accroissant leur production que je sais toujours de qualité. Occasion pour ces Amazones de formuler des doléances à l'endroit du maire de la localité. Elles souhaitent en effet la construction de magasins en vue de sécuriser leurs produits. Une demande qui n'est pas tombée dans des oreilles de sourds, ont souligné les donateurs et les responsables de la commune. Voilà, ce sera tout pour ce mini-journal, le premier de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Actu Matin se poursuit avec Christian Tandéja. Merci à vous, Nagui Balagoué. Très bonne journée. Surtout, prenez soin de vous, puisqu'en ce moment, il pleut sur le sud du Bénin, notamment dans les communes d'Abomey-Calavi, de Cotonou et de Sem-Podji. Mesdames et messieurs, vous restez en place pendant qu'il sonne 7h45 minutes. Nous allons recevoir nos débatteurs pour nos échanges en plateau de discussion. Juste après, le forum recevra en invité Charlemagne Lokossou. Il est le coordonnateur du programme spécial d'insertion dans l'emploi lancé par le gouvernement de la République du Bénin il y a de cela quelques jours. Nous allons comprendre le contenu de ce programme destiné à recruter 2000 jeunes chaque année, et ce pendant 4 ans. Pour la maintenance et la réparation du système de climatisation de votre véhicule, les garages professionnels Les Bagnoles Motors à votre disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous disposons d'un véhicule qui vous dépanne partout sur demande. Contact téléphone 00229 21 31 00 46 60 60 60 45 60 60 60 86. Call Center 2x99 66 66. LBM. Le carrefour des grandes marques. Alerte! Vous avez 60 ans et plus, ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie.
la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Parce que votre bien-être et votre satisfaction sont notre raison d'être. Parce que nous tenons à la qualité. Nous sélectionnons pour vous les meilleurs semoules de blé dur, des pures souches traditionnelles de blé dur au monde. Nous mettons à votre disposition tout notre savoir-faire dans la production de nos pâtes alimentaires pour vous offrir cette texture tendre et unique, cet arôme subtil et cette saveur unique que vous aimez tant des spaghettis et macaronis Matanti. Matanti uniquement. Dans quelques petites secondes, 7h50 sur Canal 3 Bénin, en plateau, nous avons Wahab Ali Para, Herman Parfait Niamboussou qui vient de nous rejoindre. Bonjour Herman, bienvenue. Et au téléphone ce matin, nous aurons André Dossa. André, bonjour. Bonjour Christian, bonjour Wahab et bonjour Herman Niamboussou. Bonjour André Dossa. André, bonjour. Voilà, nous aurons deux sujets à aborder ce matin. D'abord, on va parler de la gouvernance locale après l'installation de nos 77 maires et leurs adjoints aux maires. Quel est le constat de terrain que vous avez eu à faire jusque-là? On va en parler. Et puis, l'explosion de la pandémie du coronavirus en République du Bénin. Est-ce qu'il ne faudrait pas forcément éviter une facture beaucoup plus élevée avec le bilan que nous avons depuis quelques jours avec 150 cas enregistrés en 48 heures? On va également en parler en second sujet. Alors, certains ont décliné leur feuille de route, d'autres pas encore. Ils sont toujours dans le silence. Cherchent-ils leur marque? C'est la question que l'on se pose depuis leur installation. Quand on parle des 77 maires qui sont installés, André Dossa, on va commencer par vous. Quel constat avez-vous fait après l'installation des maires? Est-ce que vous les sentez déjà à la tâche? Oui, bonjour aux téléspectateurs par exemple. Est-ce qu'on voit déjà les maires à la tâche? Je crois que ce serait peut-être un petit peu sévère d'attendre des maires déjà qu'ils soient au travail, puisque vous savez qu'ils ont besoin d'installer à leur tour les différents chefs d'arrondissement, de prendre contact avec le personnel, d'indiquer au personnel leur vision, leurs principes, et puis la conduite à tenir dans l'exécution de la mission. Et je crois que la plupart des maires se sont attelés à cela. Rencontrer le personnel, installer les arrondissements. Il y a des maires, effectivement, que malgré ça, malgré cette tâche d'installation des chefs d'arrondissement, de prise de contact, on les a vus tout de suite sur le terrain. Oui. On les a vus aller directement au contact des réalités des villes dont ils ont la charge, les réalités de la difficulté de vie, de l'assainissement, du cadre de vie des citoyens, à l'image par exemple du maire de Djougou que vous avez vu tout de suite, aller voir un peu les immondices, les caniveaux non assainis de la ville de Djougou, et en même temps dans la foulée mettre en service l'éclairage public qui était bien là dans cette ville, qui existait, qui avait déjà été mise en place, mais jamais mise en service. Vous voyez. Donc, mais tout de suite, il se débarque du lot, tout de suite. Exactement. Quelques jeunes maires qui ont rapidement retroussé les manches et sont allés sur le terrain, sont allés affronter déjà les défis. Vous avez dû apprendre aussi que désormais, les préfets, le ministère de la décentralisation, a indiqué au nouveau exécutif de nos collectivités locales de ne pas prendre d'engagement, ni financier, ni recrutement, en termes de recrutement de personnel pendant un temps. Le temps donc de faire un état des lieux de la gestion précédente
Et ça fait que ça peut également limiter un peu les marges de manœuvre des nouveaux maires. Donc je crois que pour le moment, on est toujours dans l'observation, la prise de contact et puis l'installation. Oui, Wahab Ali Para, est-ce que c'est tôt de parler de départ, d'un bon départ ou d'un mauvais départ pour nos élus, nos maires? Non, bon, je pense qu'on ne va pas parler de mauvais départ pour l'instant. Néanmoins, on peut dire que c'est un peu tôt, n'est-ce pas, de trop réclamer également de nos maires. Il y a la tâche, comme l'a souligné André Dossa tout à l'heure, la tâche d'installation des chefs d'arrondissement qui relève donc des maires. Beaucoup de maires installés se sont attelés à cet exercice-là d'installation des maires. À Cotonou, ça a terminé récemment. Je crois qu'il y a 5 qui seront installés aujourd'hui lundi pour boucler. Néanmoins, en dépit de cet exercice, on a constaté qu'il y a certains maires sur le terrain, effectivement, qui ont déjà commencé par faire des actions. Quand vous voyez dans la commune d'Abomey-Calavi, au-delà de la saison pluvieuse qui a démarré, qui complique la tâche en termes de circulation, parce qu'il y a des caniveaux bouchés, c'est connu. Il y a les travaux d'asphaltage par endroits qui, avec la saison pluvieuse, vient aggraver le trafic. Il y a les problèmes d'électricité et autres. Néanmoins, le maire d'Abomey-Calavi, qui est conscient, dois-je dire, de la situation liée au coronavirus, est allé au contact de la population, notamment les femmes des marchés, pour faire don de kits, en tout cas de lavage de main et autres, et procéder également à une sensibilisation beaucoup plus accrue, attirant donc l'attention des populations sur les mesures barrières à respecter quotidiennement. Donc ça, c'est un aspect. Pendant ce temps, on a vu dans la commune de Djougou, n'est-ce pas, le nouveau maire installé. Depuis 2016, la voie Parakou-Djougou, il y a l'installation des feux, des poteaux électriques qui n'ont jamais fonctionné. 2016, il a fallu l'arrivée du nouveau maire, Malik Gomina, à sa personne, n'est-ce pas, pour qu'on ait l'éclairage public. Dans le même temps également, la question sanitaire est en train d'être réglée petitement, parce que le maire de Djougou est dans une logique où si les populations doivent attendre beaucoup de la mairie, il faut qu'elles aussi contribuent. Donc le résultat sera un résultat d'équipe, aussi bien de la mairie que des populations, parce qu'on a fait don de matériel sanitaire, des formations sanitaires des arrondissements qui sont en difficulté pour les accompagner dans, je dois dire, l'accueil des populations. Donc c'est un peu tôt, à mon avis, d'attendre tout de suite des résultats de beaucoup de maires. On n'attend pas des résultats tout de suite, mais on veut les voir à l'œuvre, on veut les voir dans l'action, c'est ce que nous sentons pas encore. Sans oublier ceux-là qui ne communiquent pas forcément sur les chaînes de télévision, qui passent peut-être par les réseaux sociaux pour communiquer, d'autres qui font des actions et qui n'ont peut-être pas jugé de l'utilité de la communication. Parce que par exemple, dans la commune de Waké, je sais que sur des réseaux sociaux, n'est-ce pas, ça a circulé que le maire est en train de faire des actions, notamment penser à comment trouver des tranchées pour l'exécution, la circulation des eaux, la sensibilisation également pour le président maire aujourd'hui, je pense. Oui, donc il y a tout ça. Même observation de votre côté? Oui, quand vous voyez un peu l'ambiance d'après installation des maires, vous vous rendez compte qu'il y a 2 catégories de maires qui ont été installés. Il y a la première catégorie qui nourrit des ambitions, qui a des ambitions pour sa commune. Cette catégorie-là de maires qui, à mon sens, avait déjà pleine connaissance de ce qui avait comme difficulté dans leur localité et donc qui se met très tôt à la tâche. Et là, je ne veux pas citer de nom, mais bon, on constate qu'à Djougou, par exemple, pour le cas cité par André, repris par Wahab, je pense que oui, on connaît déjà les défis qui attendent la population. Dans beaucoup d'autres communes également, comme il a dit, la Covid-19 aidant, le maire d'Abomey-Calavi est tout de suite au niveau des marchés pour sensibiliser les femmes, parce qu'effectivement on a dit que c'est Calavi qui serait le grenier même, étant donné que c'est d'ailleurs la commune la plus peuplée du Bénin, le grenier du Bénin. Il y a de l'autre côté également, et c'est l'autre catégorie de maires, des maires qui prennent le temps de savourer d'abord leur élection. Ça va durer combien de temps ? Des maires qui, à mon sens, se cachent un peu derrière l'argument avancé par certains acteurs en ce moment, à savoir que le ministre a dit de ne pas engager
des dépenses, le ministre a dit de ne pas faire, de ne pas faire, donc on se croise les doigts, on est là et on attend que tout parte. Je pense que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont des difficultés urgentes pour la plupart des communes. Quand vous prenez le cas de Cotonou, par exemple, où il y a l'inondation, nous sommes d'ailleurs en saison de pluie, et j'ai comme l'impression également qu'il y a des maires qui se cachent derrière ce projet du Grand Nokwe, où on sait que désormais, il y a un Grand Nokwe, il y a une agence qui s'occupe de nettoyer les rues, et donc qui fait que on ne les voit pas assez sur le terrain. On nous avait dit, par exemple, quand on avait démarré le projet asphaltage, que les sables ramassés sur ces voies-là devraient servir à remblayer certaines rues pour faire en sorte qu'au premier pluie, on n'assiste pas à ce qu'on pourrait appeler l'inondation. Aujourd'hui, quand on prend le cas de l'asphaltage qui longe les rails jusque, je crois, vers Paou, ainsi de suite, vous vous rendez compte que toutes les rues pratiquement qui longent cette clôture-là, ces rails-là sont inondées à cause des premières pluies. Qu'est-ce qu'on a fait en son temps pour faire en sorte à remblayer ces rues-là, faire en sorte que les gens puissent circuler, alors même que le chantier est en cours. Donc, il faut forcément circuler dans les rues et ne pas passer, longer les rails. Je pense qu'il y a assez de problèmes. Je pense que les maires devraient normalement sortir. Ils devraient montrer aux populations quand même que oui, on vivait dans la localité, on connaissait les réalités de la localité et on ne dort pas sous ses lauriers. Pourquoi passe-t-on il faut prendre le temps d'apprendre, de faire des recoupements nécessaires qu'il faut, avant d'engager l'action, je pense. Pourquoi passe-t-on autant de temps à installer des chefs d'arrondissement? Je pense que on peut même confier la tâche au premier adjoint, au deuxième, comme ça a été le cas, je crois, dans une ville, dans la commune de Tofo, j'ai vu le premier adjoint qui allait installer. Pourquoi est-ce qu'on doit installer les chefs d'arrondissement alors que nous sommes allés installer? Oui, André Doussa, vous savez, nous avons 117 communes au Bénin, et donc 117 maires, 117 exécutifs, à la différence qu'au départ, nous avons eu 12 préfets, et quand il s'est agi de l'opération de déguerpissement, de libération du domaine public, il y avait un préfet qui a donné le signal, qui a donné le ton, et ça a pris un peu partout à l'intérieur du pays. Nous avons des villes à statut particulier ajoutées donc aux autres communes. Quelle ville, selon vous, doit donner le signal de cette quatrième mandature de la décentralisation que l'on veut, une mandature véritablement réussie? Ce n'est peut-être pas très juste à l'endroit de certains maires qui, dès leur installation, se sont mis à la tâche, mais ces actions ne sont pas connues du grand public parce qu'elles n'ont pas été médiatisées. Le fait donc de dire qu'il y en a qui ne font encore rien ou bien d'autres le font déjà, je crois que ce n'est pas tout à fait juste à l'endroit de ces maires-là. Par contre, vous savez, chaque citoyen élu à la tête d'une ville a ses qualités. Il y en a qui sont très dynamiques, il y en a qui ont hâte de se mettre à la tâche. Vous voyez, lorsqu'on est maire de Aboué-Calavi, la commune, l'une des communes qui passe pour être les plus touchées de la pandémie, c'est que forcément, le premier défi que vous avez à relever quand vous devenez maire tout de suite, c'est aller sur ce chantier-là, c'est aller sensibiliser la population, c'est protéger la population contre cette pandémie, et c'est ce que le jeune Angelo Awandino a pu faire. Il aurait pu sans doute s'attacher à s'atteler à faire autre chose s'il n'y avait pas la Covid-19. Mais vous savez, c'est 6 ans, ça paraît long, mais il y a des maires qui ont tellement de choses à faire, dont les villes ont tellement de défis à relever, qui se disent non, les 6 ans, ça commence par le premier jour déjà. Donc il n'y a pas de temps à perdre, il faut tout de suite aller sur le terrain. On en a vu suffisamment, que ce soit que les actions ont été montrées à la télé ou bien dans les réseaux sociaux. Il y a des maires de ce genre. Tous les maires non plus ne se sont pas allés installer les chefs d'arrondissement, comme vous avez pu le relever au niveau donc de la commune de Tofo. Vous avez pu voir même dans le bulletin tout à l'heure de Naguib Délé Alarbé que des chefs d'arrondissement de Cotonou ont été installés par exemple par le deuxième adjoint à Gaboni. Vous voyez, ainsi de suite. Donc je crois que bon, ce sont des tâches forcément dont ils ont besoin pour entrer en fonction et tout, mais les défis colossaux sont là qui les attendent. Les problèmes des citoyens, le cadre de vie des populations qu'il faut assainir, l'amélioration des conditions de vie de certaines populations qui vivent dans des régions enclavées et reculées. Ces activités dont les maires vont s'occuper. Mais pour le moment, il a été enjoint d'attendre, de ne toucher à rien pour le moment. En tout cas, de ne pas prendre d'engagement important. Donc ils sont en congé précoce alors? Bon, ce n'est pas tout à fait des congés, parce que tout n'est pas forcément argent. La preuve, regardez, depuis quand l'éclairage public existe sur la voie, que nous avons évoqué suffisamment tout à l'heure à Diougou. Mais ça, c'est-à-dire parfois il y a des activités qui ont juste besoin d'un leadership, et qui ont besoin de la volonté politique de celui qui est le premier responsable, qui ont juste besoin qu'on prenne son téléphone seulement et qu'on passe un coup de fil.
Il y a plein de choses comme ça qu'on peut régler rien qu'avec son téléphone, rien qu'avec son charisme, rien qu'avec son dynamisme. Donc, pour cette activité-là, les maires n'ont pas forcément besoin de prendre des engagements financiers ou de nommer des gens, ainsi de suite. Donc, je crois que c'est 6 ans. Et désormais, il me semble que les nouveaux maires qu'on a aujourd'hui, la 4e mandature de la décentralisation aura moins de facilité, moins d'excuses que les mandatures précédentes. Parce que il ne vous aura sans doute pas échappé que l'électeur qui est allé aux urnes le 17 mai, c'est un électeur qui allait voter concret. C'est un électeur qui a identifié en même temps ce qu'il souhaite pour sa communauté et a voté en conséquence. Ouais, au-delà des autres difficultés liées au code électoral, je crois que c'est, moi, de mon point de vue, le principal enseignement tiré de ces élections. Et du coup, lorsque je suis électeur, que j'ai voté concret, c'est que j'attends forcément des résultats. C'est que je suis désormais prêt à réclamer, lorsque je n'aurai pas de résultats, les parodies de reddition de comptes organisées sous là-bas par là-bas, où on vient lire un chapelet de choses réalisées ou pas à des citoyens convoqués et préparés pour la qui vient applaudir. Je crois que ces pratiques-là ont vécu. Parce qu'il se sursure, vous devez l'avoir appris sans doute, qu'il va y avoir une structure créée pour accompagner la gestion des maires. Donc, du coup, on ne va plus pouvoir facilement subtiliser les fonds du FADEC, on ne va pas pouvoir gérer la commune comme son patrimoine personnel, ainsi de suite. Donc, je crois qu'ils auront plus de difficultés qu'avant. Et d'ailleurs, la composition des exécutifs de ces communes-là traduit déjà que vraiment les maires, ils n'ont pas les mains totalement libres, ils devront faire une gestion collective, participative, en tout cas concertée avec les autres membres du conseil communal, ainsi de suite. Donc je crois que effectivement le temps paraît long, mais il est court compte tenu des défis à relever et aussi il est trop tôt pour le moment pour évaluer c'est maires que nous avons d'installer. D'accord, nous savons que les maires sont désignés par leur parti politique et nous en avons vu d'ailleurs déjà qui ont organisé des ateliers de formation, de renforcement de capacité à l'endroit de leurs élus, notamment les maires et leurs adjoints aux maires. On va parler de l'Union progressiste, on va parler également du Bloc républicain qui dimanche dernier était du côté de Boycon, a réuni tous ces maires et leur a fait une formation. Après les combats des partis pour la bonne gouvernance, est-ce que vous pensez que cette initiative peut accompagner les maires à véritablement prendre la mesure de la chose pour atteindre des résultats probants? Naturellement, nous avons voulu, à l'issue de ces élections, les élections du 7 mai passé, on a voulu plutôt que d'avoir des hommes forts, on a préféré avoir des partis politiques forts. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'est intervenue la relecture du code électoral qui a permis aux partis politiques de désigner les maires, donc ceux qui doivent présider aux destinées des différentes communes. Mais je dois faire remarquer qu'une marche de 1000 km commence par un premier pas. Et quand vous posez le premier pas, que c'est bien solide, ça donne à peu près, ou même si on peut se tromper par la suite, ça donne un avant-goût de ce que sera votre mandature, ce que sera votre mandat à la tête des différentes localités. Quand par exemple je prends le cas de la commune d'Abomey-Calavi, où il y a eu un maire qui a succédé à Patrice Souguédé. Patrice Souguédé, on l'a vu à l'œuvre. On a vu que c'était un maire qui était très familier aux populations, qui était aux côtés des populations, qui descendait pratiquement toutes les semaines, et on a vu un autre maire qui lui a succédé, Georges Bada, à qui l'un des reproches était que oui, il s'enfermait un peu trop dans son bureau, on ne le voyait pas à côté des populations. Je pense que Anjoula Rondino, qui lui a succédé aujourd'hui, qui a succédé à Bada, doit faire en sorte à marquer son départ, à marquer un nouveau départ, montrer à ces populations qu'il est là, qu'il est à leur côté. Je pense que c'est dans ce sens qu'il y a eu l'intervention, cette sortie-là, pour dire aux populations, attention, méfiez-vous, respectez les barrières. Je pense également qu'il y a d'autres cas. Et donc, ce que nous disons aujourd'hui, c'est comment est-ce que les maires qui ont pris fonction déjà, ça fait pratiquement 2 semaines, c'est comment est-ce qu'ils marquent le départ. C'est ça l'interrogation. Maintenant, pour parler de ces différentes formations qui sont faites à l'endroit de ces maires, on a vu le progressiste qui a organisé un séminaire au cours duquel il a demandé à ces maires de prendre certains engagements, de pouvoir honorer la formation politique. Hier, il y a eu la formation des Républicains. Je pense que l'un dans l'autre, les initiatives se suivent. On verra à l'œuvre comment... Les initiatives se suivent et vous attendez de voir les maires à l'œuvre et les résultats qu'ils vont produire pour les communautés et aussi pour leur parti politique. Nous sommes en début de mandat. Est-ce que vous ne croyez pas que cette flamme que nous voyons briller suffisamment ne s'éteigne en cours de route, bien avant la fin des 6 ans? Oui, on peut s'interroger.
Je parle justement de ces partis politiques qui accompagnent leur maire. Oui, je comprends bien. On peut s'interroger, mais c'est plutôt de souhaiter que cette flamme ne se teigne pas en cours de route, puisque c'est ça le souhait. Le parcours, c'est sur 6 ans. Ça veut dire qu'il ne faut pas démarrer, donner, le goût aux populations de ce que nous avons démarré. Nous avons l'ambition, nous avons l'envie de bien développer nos localités et qu'en cours de route, tout finit par se refroidir. Mais ce que moi j'interprète, n'est-ce pas, cette formation des partis politiques à l'endroit des maires, n'est-ce pas, comme une réunion de famille. Parce que vous savez, par le passé, on a connu des maires de différentes localités issues du même parti et chacun développait différemment, je ne vais pas dire des comportements, mais des modèles de gouvernance qui pratiquement relèvent de la personne et non du parti. Mais ici, on veut que ce soit un modèle qui est propre au parti. Par exemple, quand on prend le Bloc républicain qui a exposé 10 engagements, ils veulent que ces 10 engagements soient respectés et appliqués sur le terrain par les différents maires du Bloc républicain. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de venir faire à sa tête. Il n'y aura pas d'action éparse. Ce qu'il faut faire à sa tête, c'est le volet leadership, parce que même les enfants d'une même famille n'ont pas toujours les mêmes aptitudes, les mêmes réactions face à des situations données. Donc moi, je pense que le Bloc républicain attend de ces maires une politique et une manière de gouvernance locale qui se démarque des FCBE et qui se démarque également des progressistes. Même chose dans le lot des progressistes qui souhaitent que leurs maires puissent à leur niveau honorer le parti à travers leur gouvernance. Leur gouvernance. Donc c'est ce qui est attendu. Comme on dit chez nous, quand un enfant pose un comportement dehors, on demande qui est son père. Il vient de quelle famille. C'est-à-dire que le problème ne se limite pas seulement à l'enfant. On veut élargir ça pour voir. Est-ce que ce n'est pas une question. Et quand on donne le nom, des fois les gens disent c'est comme ça ils sont. Vous comprenez? Donc cet enfant-là, il a même hérité de ce modèle. Les partis veulent éviter ça. Donc, on va recueillir votre avis, André Dossa, sur cette initiative des partis politiques. Oui, je crois que c'est une bonne initiative. Parce que désormais, vous savez que les maires ont maintenant un ancrage politique connu et ils sont maires parce qu'ils sont membres du parti politique qui a gagné l'élection dans la zone. Déjà, vous savez, il y a longtemps, on a fini avec les candidatures indépendantes. Et donc, les partis politiques auront à cœur, devraient, pour que les maires qui sont élus sur le bannière fassent une bonne gestion. Parce que lorsqu'un maire va mal gérer, va se rendre coupable de malversation, la criette va faire interpeller le maire. D'accord? Mais on retiendra que c'est ce parti qui a mal géré. Et les partis concurrents pourront battre campagne sur ces éléments-là contre le parti dont le maire a mal géré. Donc je crois que de ce point de vue, les partis politiques doivent veiller, n'est-ce pas, à ce que le maire gère bien. Donc je crois que c'est le sens de ces séminaires qui sont organisés déjà par l'Union progressiste et récemment par le Bloc républicain. Je n'ai pas suivi la chronique de Moïse Oussoumou ce matin. Je pense qu'il était question d'attirer l'attention également de parce que le point pénal émergent parti d'opposition qui va diriger un peu moins d'une dizaine de collectivités locales. Il faut que ceci fasse preuve de vertu. Parce que vous savez, lorsqu'on est à la touche, on est tellement bon joueur, c'est facile de critiquer lorsqu'on est dans l'opposition, mais maintenant qu'ils sont également à l'œuvre, qui devront gérer et qui vont donc implémenter les mêmes choses qu'ils reprochent aux autres, ils doivent pouvoir traduire ça dans leur gestion. Donc, le parti doit accompagner les maires, les 7 maires qui gèrent les villes. Donc, je crois que c'est important que les partis, en tout cas, aient un regard un peu sur comment les choses sont gérées. Mais ce regard ne doit pas consister à s'accaparer, n'est-ce pas, en tout cas, mettre les maires sous coupe réglée et que ne pas leur laisser leur marge de manœuvre afin qu'ils puissent vraiment mettre en œuvre les idées, les projets dont ils sont porteurs à l'endroit de leurs différentes communautés. S'ils ont ces projets, ils doivent les soumettre également au parti, je pense. Oui, bon, est-ce que on va assister à une situation où le maire, même pour payer un petit stylo, doit d'abord appeler son chef de parti? Je crois que ce ne sera pas ainsi. Je crois que, bon, l'accompagnement, en tout cas, c'est ce que je veux dire. Après, on va voir, quand ils seront à l'œuvre, on pourra mieux apprécier l'accompagnement tel que moi je le pense. C'est que déjà, les maires, si je suis maire d'un parti,
X et que je dirige une ville, je dois pouvoir traduire l'idéologie, en tout cas les valeurs prônées par ce parti politique-là dans ma gestion. Oui. Lorsque je suis un parti qui prône un certain social, en tout cas qui se dit parti socialisant, dans ma gestion, on doit pouvoir lire cela. Je suis un maire capitaliste et que je gère une grande ville du pays, c'est que forcément, il faut qu'on lise dans ma gestion les valeurs que forme mon parti politique, ainsi de suite. Donc je crois que c'est utile déjà. C'est vrai, le code électoral qui a été à un moment donné touché pour être interprété, bon, ça n'a pas été du goût de tout le monde, mais ça a permis quand même de renforcer le rôle des partis politiques sur le terrain. Il a permis vraiment de donner du pouvoir aux partis politiques. Maintenant, dans l'exercice de ce pouvoir, on va apprécier si ce fut un acte judicieux ou pas. Oui, Herman, un mot rapidement, on va changer de sujet. Juste demander au maire, c'est vrai qu'il y a les partis politiques qui organisent actuellement des formations. L'UP, on en a vu, le Bloc républicain également hier. L'FCBE, on attend forcément également que ça puisse se faire. Mais il faut qu'on évite également à ce niveau les maires par délégation de pouvoir. Hein. C'est parce que le parti politique doit être fort que le maire, désormais, il a sur sa tête le couperet du parti politique, il a à côté les populations qui attendent de lui des choses. Le personnel, l'agence qui sera créée également. Comment on fait pour que le maire puisse quand même se sentir un peu libre dans sa gestion, quitte à ce qu'après on puisse faire un certain contrôle. Encore que, n'oubliez pas, hein, dans la plupart des communes, il y a la majorité, il y a aussi la minorité. Cette minorité-là qui, en temps normal, si les jeux étaient bien menés, cette minorité qui doit veiller à ce que la majorité qui est au pouvoir ne puisse pas passer outre les règles de bonne gouvernance. Je pense que si on les laisse faire, on pourra avoir une bonne désorganisation, une bonne mandature. Non, je crois que Herman a tout dit à ce niveau. Il ne faudrait pas que la pression du parti, n'est-ce pas, puisse influencer négativement, je dirais, la gestion du maire. Il faut, d'une manière ou d'une autre, compter sur le patriotisme d'abord du maire, parce qu'il faut ça. Et je pense que l'agence qu'on est en train de créer pour pouvoir accompagner ou en tout cas avoir un œil plutôt vigilant sur la gestion des maires devrait déjà servir, je dirais, de barrière ou de filtre de manière à ce que les maires puissent en tenir compte et bien officier dans leur commune respective. Parce que, comme on dit, dans une mairie, il y a la majorité, il y a la minorité. Il ne faudrait pas que la pression que le maire a ne puisse pas lui permettre. Parce qu'après tout, c'est le maire qui est sur le terrain. Oui. C'est lui qui comprend les pressions, les besoins de vote, les ronchonnements de l'opposition et des populations. Mais il ne faudrait pas que le parti reste en tête, mais peut-être de loin, et soit en train de dicter et d'imposer strictement. Parce qu'après tout, il y a des arrangements qu'il faut faire à des moments donnés. La loi de la proximité. Voilà, la loi de la proximité et des arrangements qu'il faut faire pour que, même si en cours de route, en dépit de la vision que les différents partis ont tracé, les engagements qu'ils ont pris, au cas où ça ne marche pas, qu'on puisse savoir comment faire des ajustements pour que cela puisse avancer. Alors, rapidement, je vais vous emmener à dire un mot sur ces 115 cas enregistrés en 48 heures. On parle de coronavirus, 2 décès supplémentaires. Nous sommes désormais à 13 décès au Bénin depuis le début de la pandémie chez nous. Désormais, 765 cas confirmés. La situation sanitaire épidémiologique évolue à grande vitesse en République du Bénin. La facture devient salée pour nous? La facture devient très salée. Je crois qu'on a été un peu négligent en dépit des mesures prises par le gouvernement. Il y a eu suffisamment de négligence au niveau des populations. C'est ce qui nous a amené à ce que les chiffres puissent grimper. Ça, c'est mon constat. Je crois qu'après l'ouverture, et le gouvernement n'a pas mal fait, il faut le préciser, après la réouverture des lieux de culte, des bars et autres, je pense que l'objectif visé, c'était de permettre à nos populations, au niveau des bars et des activités commerciales et économiques, c'était de permettre à nos populations de reprendre leurs activités parce que beaucoup sont des gens qui ont leur pitance quotidienne avec le gain du lendemain. Sinon, le gain de la veille. Le gain de la veille. Et que avoir stoppé les activités pesait sur tout le monde. Mais on a compris que quand on a relâché,
tout le monde a relâché et c'est devenu compliqué. Dans les églises, très peu de personnes respectent la distanciation sociale, le lavage des mains, c'est pas respecté partout. Même quand vous faites le tour des pharmacies, ce n'est pas partout qu'il y a le lavage des mains. Et c'est certain, ce n'est pas adéquat. C'est-à-dire la boîte de savon est utilisée par la même personne. Là où il faut peut-être pédaler, ça marche pas. Dans nos mosquées, même chose. Je suis musulman, il faut le reconnaître. Dans les mosquées, ce n'est pas partout que cela est respecté. Je pense qu'il faut attirer davantage. Et les transports en commun, là vraiment, c'est là très rapidement, Christian. C'est là qu'il faut vraiment appeler, n'est-ce pas, à l'attention de nos forces de l'ordre, à jouer vraiment, parce que les populations béninoises, à l'analyse, on se rend compte que vraiment, ils ont besoin... Après la sensibilisation, il faut maintenant passer à la répression. Oui, et que nos populations ont vraiment besoin de gendarmes autour chaque fois. Des fois, vous voyez qu'à des carrefours, quand vous quittez Calabi pour venir au stade de l'amitié ici, à Tota, vous avez des policiers qui sont là pour au moins réguler la circulation. Carrefour Bilocessi, Clôture TB, vous avez les policiers. Carrefour Ita, il y en a un peu à Carrefour Bénin Marché, vous en avez. Mais les minibus prennent 5 à 2 mètres devant le policier, ils font le surcharge. S'ils n'ont pas reçu permission de les interpeller, ils ne le feront pas. Non, mais je pense que le policier n'a pas toujours besoin d'attendre l'ordre quand il constate de flagrants. Très bien. Rapidement, on va écouter André. Je dirais simplement que les chiffres actuels ne démontrent pas les pronostics, parce que, qu'ils vous souviennent, l'invasion du Bénin par cette crise, les autorités sanitaires avaient prévu le pic pour fin juin. Donc je pense qu'avec l'organisation des tests systématiques, ça a permis quand même de la PCR qui est le système homologué par de toute façon PCR homologué par l'OMS. Je pense que ça a permis aujourd'hui de détecter un peu, de voir le mal en face. Et c'est vrai que pour moi, c'est pas encore une facture très salée, parce que quand vous voyez un peu ce que ça crée comme bilan funeste dans beaucoup d'autres pays, surtout les pays qui nous entourent, je pense que le Bénin doit pouvoir se frotter les mains. Et c'est à ce niveau que je voudrais rapidement interpeller un peu nos dignitaires, parce que je me rappelle, là, au début de la crise ici, on a reçu des dignitaires endogènes, des dignitaires de chez nous, qui ont dit qu'ils ont fait le FA, et que le FA devrait être suivi par des rites expiatoires. Est-ce que ça a été fait pour qu'on puisse nier Azon, pour qu'on puisse renvoyer le mal sur le plateau du 90 minutes au Bénin? Je pense que je vais revenir les dignitaires. Oui, André Dossa, un mot sur cette pandémie. On se demande comment évolue la maladie ces derniers jours chez nous. Oui, l'évolution de la maladie est assez inquiétante, vous l'avez suffisamment évoqué. Nous avons pulvérisé nos records en un temps record, je peux me permettre cette répétition. Oui, mais vous savez, dans le monde, il n'y a pas un seul pays où vraiment les mesures idoines, les bonnes mesures ont été prises. Chaque pays a essayé de se battre, de réfléchir pour trouver le mécanisme pour arrêter un peu la propagation. Vous savez que même en Chine, qui a rapidement annoncé avoir fini avec cette affaire, il y a eu encore le confinement et ainsi de suite. Alors ici, le Bénin en Afrique a quand même s'est illustré par la pertinence des mesures qui avaient été prises au départ. Ça nous a permis de maintenir des chiffres relativement, en tout cas modérés, pendant longtemps, quand tout à coup, c'est comme on le dit là, quoi. Donc voilà, je pense que il aurait peut-être fallu un peu, là je vais reprendre un peu les idées de Antoine Lamoussou, hier qui intervenait sur le grand format. Peut-être qu'il aurait fallu une communication un peu pour faire peur aux populations. Parce que vous savez, les Béninois, nous sommes terribles. On est Saint-Thomas, on veut d'abord voir avant de croire. Chacun attend qu'il y ait un décès dans sa famille avant de croire vraiment l'existence de cette maladie. Vous écoutez des citoyens, vous tentez peut-être de sensibiliser. On vous rabroue, on vous dit, écoutez, c'est inventé. Pourtant, les chiffres s'accumulent, les décès s'accumulent. Peut-être que le gouvernement aurait dû faire une communication de peur, montrer aux gens que c'est la catastrophe, et comme ça, maintenir cette psychose-là, pour que les uns et les autres sachent vraiment regarder et que les mesures, les gestes barrières soient respectés. Parce que ça ne sert à rien de mettre le cache-nez sur le menton. La chose s'appelle cache-nez. Mais on le met sous le menton. Oui, pas cache-menton, ça n'existe pas encore, mais c'est cache-nez.
C'est sur le menton qu'on le porte. Vous voyez même des intellectuels, des autorités, des personnalités qui mettent le masque sur le menton. C'est-à-dire, on dit cache-nez, c'est d'abord le nez la chose. Ouais. Si les gens possible, on va porter aussi des visières pour protéger les yeux. Mais on c'est sur le menton qu'on le porte, bien à la gorge, cache-gorge. Je crois qu'il y a des éléments qu'il faut relever. Et surtout, il y a ce que, parce qu'on a levé un peu les mesures, les gens ont cru que c'était la fin de la pandémie, ce qui est faux. Hier, par exemple, j'ai vu des bus de Topa, où les mesures n'ont pas été respectées. Dans Cotonou, les forces de l'ordre ont du travail à faire. Et même les forces de l'ordre dont on parle, c'est vrai, je vais pas me faire des amis en le disant ce matin, ils voient des policiers à des carrefours qui n'ont pas le masque. C'est une réalité. Ils sont sur des carrefours, ils n'ont pas le masque. Celui qui doit m'interpeller n'a pas respecté la mesure. Alors, vous voyez un peu. Bon, on va souhaiter que le pic soit rapidement atteint et que s'il n'y a pas trop de dégâts avant que nous atteignions ce pic-là. On attend la dernière ou la nouvelle réponse du gouvernement face à la montée de ces cas. Merci beaucoup à vous, André Dossa. Merci à vous, Wahab Ali Para, pour nos échanges de ce matin. Herman Anyambossou, vous restez en plateau. On va recevoir notre invité de ce matin, Charlemagne Lokossou, le coordonnateur du PSIE, le programme spécial d'insertion dans l'emploi lancé par le gouvernement. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Dans quelques petites secondes, il sonnera 8h25, 8h24 en plateau. Eh bien, nous recevons Charlemagne Lokossou. Bonjour. Bonjour, monsieur Adandélian. Vous êtes le coordonnateur du programme spécial d'insertion dans l'emploi. Je vous reçois en compagnie de Herman Parfait Anyambossou. Bonjour, monsieur Lokossou. Bonjour, monsieur. J'imagine combien de jeunes sont actuellement câblés parce qu'ils ont envie de suivre et de voir comment se fera à l'opérationnel le projet, le PSI, c'est bien ça, le PSI. Le PSI, oui. Le PSI, voilà. Oui. C'est quoi ce programme? Dites-nous, puisque ça a été officiellement lancé le lundi, le 15 juin dernier. Tout à fait. Ça a été lancé, comme vous l'avez vu, ça a été lancé devant un parterre d'organisations d'employeurs. Donc, ça veut dire que le choix est fait, que c'est les employeurs qui créent l'emploi. Donc, contrairement aux anciens programmes, il est question de partir de la demande des entreprises. Alors, comment il a été conçu? Courant septembre-octobre, il a été question d'identifier les besoins des employeurs. Parce que par le passé, ce qui se faisait, on faisait recenser les jeunes à la NPE, on les répartissait au niveau des entreprises et de l'administration, sans forcément en lien avec les besoins des utilisateurs. Alors, ce qui se passe 1 an, 2 ans après, les gens retournent encore au chômage et c'est essentiellement des stagiaires. Alors, ici, dans le cas d'espèces, il a été question d'identifier les secteurs dynamiques de l'économie. Et ces secteurs-là, les branches d'activité étaient un nombre de 14. Ça passe de l'agro-industrie, le textile, le BTP surtout, et tout ce qui est industrie chimique, les services, le tourisme, l'hôtellerie. Donc vous comprenez bien pourquoi le choix des diplômes professionnels a été fait. Et quand ça a été fait, on a pu identifier 48 familles d'emploi. Et ces 48 familles d'emploi, avec les interactions qu'il y a eu avec les employeurs pendant l'élaboration du projet, a permis donc de stabiliser quelques éléments de demande. Alors, ce qui va se passer, c'est que les entreprises vont exprimer des demandes. Ces demandes-là vont être analysées, recensées, pour voir celles qui sont pertinentes. Imaginez une boulangerie qui dit, bon, moi je veux recruter un linguiste. Vous comprenez bien qu'il sera difficile de faire l'adéquation entre le travail de la boulangerie et les compétences de linguiste, qui par ailleurs est important, mais dans un autre cadre professionnel. Alors, sur cette base, ceux qui ont été formés, ceux qui ont des diplômes dans le domaine de la boulangerie et autres,
C'est parmi ceux-là que nous allons identifier les 5 meilleurs que nous allons proposer à l'entreprise qui doit elle-même faire le dernier niveau de sélection. Contrairement à ce qui se passait. Donc, en réalité, c'est l'entreprise qui recrute et l'État paye. L'entreprise recrute et l'État paye. Alors, si vous voyez bien les éléments du programme, vous allez voir que la rémunération n'est pas une rémunération fantaisiste. C'est basé sur les bonnes pratiques en matière de rémunération sur le marché du travail au Bénin. Alors, vous voyez bien que, par exemple, celui qui a un baccalauréat professionnel, il est à 100 000 francs net. Si c'était en brut, on se retrouve à près de 160 000. Celui qui a un BTS est à 150 000 francs. Un DTS, Bac plus 3, 175 000 francs. Un ingénieur ou master, 250 000 francs CFA. Alors, sur cette base, l'État ne peut pas se permettre un investissement pareil sans préparer les jeunes. Alors, les jeunes qui vont s'inscrire, qui seront dans les 48 profils professionnels retenus au titre du programme, ces personnes seront formées à 2 niveaux. L'apprentissage à la vie professionnelle. Parce que vous comprenez bien, une entreprise, bien sûr, qui va bénéficier de la prise en charge par l'État à 100% des salaires, et le net, et les charges sociales et fiscales, et l'année qui suivra, l'État supportera environ 30 à 35%, parce que les charges sociales et fiscales, mais l'entreprise va supporter la différence. Vous voyez bien qu'une entreprise qui... Vous êtes entendu sur les entrepreneurs, sur les entreprises, est-ce qu'ils sont d'accord avec le principe? Tout à fait, parce que ça a été fait avec eux. Et ce n'est pas pour rien que la première présentation, disons sous forme de restitution, leur a été faite le 15 dernier, le lundi 15 dernier. Et là, une entreprise ne peut pas, en fait, une entreprise qui cherche à gagner de l'argent à partir du capital humain, ne peut pas investir environ 70% de ses revenus dans un jeune et le laisser partir. Et nous avons, dans les simulations, nous avons quand même prévu un taux de rétention de la main-d'œuvre quand même assez élevé, pour la simple raison que c'est l'activité qui crée l'emploi. Je prends toujours l'exemple d'un boulanger qui me dit, écoutez, moi, aujourd'hui, je fabrique 2000 pains avec 2 pâtissiers. Demain, j'envisage, parce que j'ai des marchés avec les écoles, avec les hôpitaux, j'envisage de produire 4000 pains. Cela m'amènerait peut-être à avoir demandé 2 agents supplémentaires. Tout à fait. Mais les 2 agents supplémentaires sont payés par l'État. Et à la suite, est-ce que l'entrepreneur là va dire je réduis ma production de pain à 2000 pour retomber sur les 2 employés, ou va continuer après avoir été... À ce niveau, tout dépendra du rendement qu'auraient donné les 2. Tout à fait. Qui ont été recrutés. Et c'est pour ça qu'ils sont accompagnés. Et ce qui est attendu d'un employeur, c'est la plus-value. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas question pour le programme de proposer sur une liste d'aptitudes des gens qui ne seraient pas à la hauteur. Et quand je vais revenir tout à l'heure sur le projet de sélection, vous allez comprendre pourquoi, tel que l'entreprise sera impliquée, les personnes qui vont être recrutées pourraient bien sûr demeurer dans l'entreprise. Mais au cas où elles ne le demeuraient pas, le projet étant un projet structurant, d'autres entreprises de la place qui ne se sont même pas inscrites au programme peuvent déjà bénéficier de ces chercheurs d'emploi préparés à la vie professionnelle, à l'insertion, par rapport à un autre chercheur d'emploi qui serait un peu à l'état brut. La sélection, il faut qu'on en parle parce que c'est ça surtout qui intéresse les jeunes. Comment se fera la sélection? Alors d'abord, le principe de sélection qui est retenu, c'est un principe entièrement dématérialisé. C'est un mot dématérialisé. Il n'y aura pas d'interaction entre des candidats et l'équipe du PSIE, et entre les candidats et les personnes ressources qui vont constituer les différents panels de sélection. Alors, la première étape, c'est l'inscription sur la plateforme, qui va être active effectivement sur le volet inscription le jeudi 25 juin. Actuellement, la plateforme est active sur le volet informationnel. On peut avoir toutes les informations. Mais l'inscription, ça commence par là. Alors, nous avons 2 modules. Le module employeur, où sur le module employeur, la personne se connecte et remplit tous les champs qui vont lui être demandés. Pareil au niveau du chercheur d'emploi, comme c'est ça qui nous concerne le plus ici pour ce matin. Donc, le chercheur d'emploi, il va sur la plateforme, il clique sur le module candidat et il applique normalement. Dès qu'il applique, automatiquement, les critères qui ont été prévus commencent déjà par faire le tri. Alors, le premier critère pour le jeune chercheur d'emploi, il doit être âgé entre 18 et 40 ans, maximum, à l'année ou à la date de son inscription. Donc 18 à 40 ans. Deuxième chose, il doit être titulaire d'un diplôme relevant des 48 familles professionnelles. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un il a une maîtrise, par exemple, en physique-chimie,
il s'inscrit, au moment du tri, ça va rejeter. Ça va rejeter. Donc ce n'est pas destiné aux diplômés généralistes parce que les entreprises, lorsqu'on a fait l'étude de faisabilité, les entreprises n'ont pas demandé des profils généralistes. Certes, il y en a quelques-uns, tels que le droit, qui sont des profils transversaux que nous avons mis dans les métiers support, comptabilité, gestion, ressources humaines, action commerciale et marketing, des métiers transversaux. Parce qu'un producteur peut dire, mais moi je produis, mais je n'arrive pas à vendre. J'ai besoin d'un commercial. Là, il n'y a pas de problème. Mais c'est dans les 48 familles professionnelles. C'est ça. Alors, dès qu'il est inscrit, quand c'est trié, le premier niveau de tri. Le deuxième niveau de tri, c'est lorsque maintenant les candidats éligibles sont retenus, le gouvernement, et que j'apprécie beaucoup ce volet-là, a décidé de former tous ceux qui seront éligibles. Une information sur la vie professionnelle. Même ceux qui n'auraient pas la chance d'être retenus par une entreprise auraient déjà le gain de cette préparation à la fois mentale et émotionnelle en matière de rencontre avec les employeurs. Il peut utiliser donc cette ressource acquise dans le programme pour se faire valoir ailleurs. Donc, ces personnes éligibles et formées, ce sont ces personnes-là maintenant qui iront sur le module opportunité, parce que là, on aura la liste des personnes retenues qui remplissent toutes les conditions. Et là, un employeur qui a posté sur opportunité, j'ai besoin d'un maître d'hôtel à l'hôtel X, je vais faire de la publicité. Celui qui sait, qui remplit les conditions, il va sur opportunité, il clique et il applique. On peut avoir par exemple 100 000 personnes. C'est pas impossible. Donc tout cela est regroupé alors dans une plateforme. Dans une plateforme digitale. Accessible par ordinateur et par smartphone. Et vous allez me demander, mais vu le niveau de connexion ou les ressources dont disposent les chercheurs d'emploi pour acheter des crédits mots, alors le gouvernement a mis en place, à travers le ministère d'éthique, des points de connexion communautaire. Et il y en a qui sont gratuits, et ça, il y en a une quarantaine sur toute l'étendue du territoire. Donc ces plateformes communautaires-là peuvent être utilisées pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir la connexion Internet chez eux. Alors ça fera 2000 jeunes à recruter chaque année au profit des entreprises publiques et privées. Oui, lorsque les entreprises, que je précise bien, si les entreprises demandent 3000, expriment 3000 besoins, nous on plafonne à 2000 par an. Si les entreprises ne demandent que 500, on ne place que 500. Oui, bien donc, le déclencheur du recrutement et de la sélection, ce sont les entreprises. Ce ne sont pas les chercheurs d'emploi qui sont le pôle de convergence initiale, mais ce sont les entreprises, pour la simple raison, ce sont les entreprises qui créent la richesse. Parce que nous, dans le modèle que nous avons utilisé, c'est le modèle de la création d'emplois par la demande. Et la demande ici, c'est que tant qu'il y aura des besoins et personnels, des besoins institutionnels, des besoins économiques à satisfaire, il y aura forcément une ressource humaine pour pouvoir satisfaire ce besoin. C'est cette ressource-là que nous appelons l'emploi. Donc nous avons pris l'emploi par le bout de la demande institutionnelle des entreprises et non par le bout de l'offre. On avait longtemps géré l'emploi par l'offre. Maintenant, on gère l'emploi par la demande de ceux qui sont les utilisateurs de la main-d'œuvre. La politique du gouvernement, c'est de faire en sorte que des jeunes, ce qu'on pourrait appeler primo-emploi, puissent bénéficier de cette opportunité-là. Mais une fois qu'ils ont été payés durant tout ce temps et que l'entreprise n'aurait pas eu le besoin de les garder, ils retombent dans le chômage. Vous avez dit n'aurait pas eu le besoin, ça veut dire que le besoin aurait été mal ciblé en amont. Ça, je vous ai donné tout à l'heure l'exemple. Par rapport au boulanger. Donc le besoin doit être forcément pertinent. Il y aura les besoins fantaisistes ne seront pas pris en compte. Mais encore que là, il est rare de trouver un entrepreneur qui investisse et ne va pas bonifier son investissement. Il ne va pas supporter la deuxième année une bonne partie de la charge et laisser en griffe cette ressource dans la vacuité. Alors, dans le modèle de renforcement des capacités qui a été proposé, il y a un certain nombre d'aptitudes. Parce qu'il y a ce que nous appelons la reproduction des pratiques de routine en matière de ressources humaines, ou la reproduction séquentielle et continue pendant une durée de 90 jours à 120 jours rend les automatismes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entrepreneur hôte qui a pour obligation de mettre un mentor ou un tuteur au niveau du chercheur d'emploi ne va pas investir dans ce mentorat, dans ce tutoring-là pour rien. Ouais. Alors, nous avons parlé de mentor, de tuteur parce qu'il faut faire la nuance. Le tuteur est forcément interne dans l'entreprise. Mais les PME qui n'ont pas beaucoup d'effectifs d'encadrement, plusieurs PME de la même branche peuvent s'associer et désigner un mentor. Parce que le mentor, il est transversal, il n'est pas forcément lié à l'interne de l'entreprise, contrairement au tuteur qui est forcément en lien de subordination.
Donc ces personnes seront formées aussi par le programme, savoir comment accompagner des jeunes à maîtriser les automatismes professionnels. Pourquoi avoir choisi la tranche de 18 à 40 ans? Qu'est-ce qui vous dit qu'après 40 ans, on n'est pas à la recherche de primo-emploi? Il y a d'autres programmes pour ça. Ce programme n'exclut pas les anciens programmes de l'ANPE. Même les diplômés généralistes, l'ANPE continue de les accompagner. Alors, après 40 ans, vous savez autant que moi qu'on prenne la définition de l'OIT, de l'UNESCO, des Nations Unies, et au-delà de 40 ans, on est difficilement appelé jeune, même si la jeunesse se passe dans la tête. Au plan démographique, la jeunesse aujourd'hui, bon, c'est 35-40 ans. Voilà. On se pose la question de savoir maintenant, puisque vous avez orienté ce recrutement au profit de ceux-là qui ont fait la formation professionnelle. Pour ceux-là qui sont des généralistes, ils deviendront quoi? À l'avenir, cette filière, ce module de formation sera-t-il fermé? Non, pas forcément. Et écoutez, même dans des pays entièrement orientés vers la praxis, comme les pays anglo-saxons, vous avez des gens qui travaillent encore dans les beaux-arts, qui travaillent. D'abord, le choix d'une formation généraliste, elle devrait être même élitiste. Elle devrait être élitiste. Mais un gouvernement forme sa jeunesse pour la mettre au travail. Et le travail est où? Le travail est dans les entreprises. Alors, l'un des effets induits que le suivi-évaluation aura révélé, c'est d'accompagner les divers ordres d'enseignement à actualiser les curricula de formation par rapport à la demande du marché. L'éternelle question de l'adéquation formation-emploi. C'est une mesure qui permet de résoudre cette question. Les diplômes généralistes, ils peuvent alors se former aussi. Moi, initialement, j'ai fait les sciences humaines et sociales avant de me spécialiser en management des ressources humaines et en renforcement des capacités. Il n'est pas exclu qu'un juriste aille se spécialiser en actuariat, et ça se spécialiser en ressources humaines ou autre, qu'un psychologue aille se spécialiser dans l'évaluation des tests psychotechniques appliqués par exemple dans la gestion des comportements humains. Tout ça, c'est possible. Mais ce qui est entendu, c'est que c'est l'entreprise qui demande. Et il est très rare de voir des entreprises demander des généralistes. L'employeur veut un personnel tout fait, ce qui n'existe pas. L'État dit, OK, le premier niveau, je vous donne quelqu'un peut-être moulé à 50-60%. La convention veut que vous allez donner le moulage complémentaire jusqu'à 90%, vous l'utilisez, et si vous estimez qu'il vous est utile et productif, gardez-le. Si vous estimez qu'il ne l'est pas, il va toujours chercher et savoir ailleurs. Et ce n'est pas que le seul programme que l'État a en matière d'insertion. Vous aurez bientôt d'autres programmes qui vont vous être révélés. Vous allez parler par exemple des déscolarisés, des gens qui ont moins du bac. L'ANPE, le DG de l'ANPE pourra vous en parler à loisir. L'employeur qui par exemple estime le besoin, et on constate que l'employé ou que le candidat à cet emploi est à Cotonou alors que l'employé est à Parakou ou bientôt à Kouandé. Est-ce que le projet a prévu ces cas de figure également? Qu'est-ce qui va être fait dans ce cas? D'abord, c'est tout le territoire qui est la zone d'intervention du projet. Tout le territoire de la République du Bénin. Vous pouvez même avoir des Béninois hors du territoire, au Canada ou ailleurs, qui voudront appliquer, libre à eux. Si les conditions de rémunération qui leur sont proposées leur sont convenables, pourquoi pas? Vous pouvez avoir une entreprise qui a son siège à Cotonou, mais dont le besoin est peut-être à Parakou, pour une entreprise qui fait du cajou, qui est basée ici, qui fait les soins, mais qui a besoin d'un spécialiste en contrôle de qualité avant exportation. On ne va pas transporter l'usine à Cotonou. L'employeur crée l'emploi à Parakou, dans le laboratoire d'analyse avant préconditionnement. Maintenant, le candidat qui est là-bas, peut-être qu'il y a des candidats à Parakou, peut-être qu'il y en a à Cotonou, mais c'est au chercheur d'emploi d'appliquer. Ça veut dire s'il applique, c'est qu'il sait. Parce que dans l'emploi qui va être affiché, il y aura la description du poste, il y aura également les conditions spécifiques d'emploi. Est-ce qu'il y a travail de nuit? Est-ce que c'est travail hors domicile? Est-ce que c'est ci et ça? Et tout ça là est précisé. Et en toute connaissance de cause, le jeune applique. S'il applique, c'est qu'il est d'accord. Et le dernier aspect, c'est à l'entreprise de voir avec lui. Ce que nous proposons dans le programme, c'est la rémunération. Maintenant, les commodités internes de l'entreprise, les conditions additionnelles et la jouissance à certains droits internes de l'entreprise. Pourquoi pas? L'entreprise a exprimé le besoin et tout de suite vous lui envoyez des employés. Et l'entreprise constate automatiquement que l'employé lui est assez efficace et veut déjà entrer en contact ou faire un contrat à ce jeune-là. Qu'est-ce qui est prévu dans ce cas? Ce qui est prévu dans ce cas, on applique les dispositions. Il continue de prendre les 100 000 francs, les 150 000 francs, ou bien vous l'oubliez et l'entreprise... Non, ne l'oublie pas. Quel que soit le parcours, pendant tout le parcours du chercheur d'emploi, dès qu'il est envoyé par le PSE, que ça soit bonifié par l'entreprise en interne ou pas, nous on suit.
Et pour nous, quand même, ça sera quand même une fierté pour nous que celui qu'on a proposé à l'entreprise, ceux qu'on a proposé à l'entreprise, allaient au-delà des attentes du chef d'entreprise. C'est tant mieux. Donc là, il n'y a pas de souci. Nous, on paye s'il veut payer la différence. Il paye le complément. Peut-être que des entreprises payent leurs salariés peut-être à 200 000 francs pour un bachelier. L'État dit, moi, je paye d'abord 100 000 pour un bachelier. Si l'entreprise veut compléter, libre à elle. Mais ça l'empêche le suivi par le PSE du parcours et de l'itinéraire. L'entreprise qui fait ça est-elle encore soumise je n'ai pas bien noté, la deuxième année, 50%, est-ce qu'elle juste ou bien... Non, le principe est clair. Oui. Le PSE paye 100% la première année. Salaire net et charges associées. La deuxième année, l'employeur paye les salaires nets et le PSE paye les charges sociales et fiscales associées. Si l'employeur faisait un bonus salarial à cet employé, même en année 1, ça n'engage pas le PSE. D'accord. Ce n'est pas convertible pour l'année qui suit. D'accord. Merci. Super. Merci beaucoup, Monsieur Charlemagne Lokosouf. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le coordonnateur du PSIE, le plan spécial d'insertion dans l'emploi. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi. Très bonne journée du lundi à vous. Mesdames et messieurs, nous allons vous faire revivre l'actualité au cours de la semaine dernière. C'est le 7 jours au Bénin avec la réalisation Idrissou Boukari. Le point de Cœur de la ville de Baragou, Loft Ressort Hôtel. Un bel espace très relaxant. Découvrez nos chambres aux standines, espacées avec confort et luxe. Notre salle de conférence avec secrétariat et hall d'atelier. Notre restaurant et nos lieux de détente d'exception pour un séjour en grand. À Loft Ressort Hôtel, profitez de notre service traiteur et de notre parking grande capacité. Loft Ressort Hôtel, Baragou, quartier Arafat, 150 mètres de l'université. Réservation au 23 61 36 20 67 39 51 51. Loft Ressort Hôtel, votre satisfaction, notre plus belle récompense. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie.
Parce que votre bien-être et votre satisfaction sont notre raison d'être. Parce que nous tenons à la qualité. Nous sélectionnons pour vous les meilleures semoules de blé dur, des pures souches traditionnelles de blé dur au monde. Nous mettons à votre disposition tout notre savoir-faire dans la production de nos pâtes alimentaires pour vous offrir cette texture tendre et unique, cet arôme subtil et cette saveur unique que vous aimez tant des spaghettis et macaronis Matanti. Matanti uniquement. Voilà, le 7 jours au Bénin est à rattraper lundi prochain. Toutes nos excuses pour la qualité de l'élément qui n'est pas allé à son terme. Eh bien, maintenant, nous allons retrouver Assiomo Kani, Assiomo qui était avec nous depuis 6 heures et qui a lu pour nous la presse nationale. Il nous propose ici la revue. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Le Parti Bloc républicain a organisé un week-end à Boïcon un atelier de formation que relaie ce matin le quotidien Fraternité pour lequel, à cheval pour les défis de la décentralisation, le Bloc républicain arme les maires et adjoints aux maires membres du parti. Un atelier a été organisé au profit de ces élus le 21 juin 2020 à Boïcon sur le thème l'élu républicain en marche vers une gouvernance communale moderne. L'enjeu est de donner à ces maires les stratégies d'opérationnaliser les 10 engagements pris lors des communales du 17 mai 2020 et de les aider à réussir leur mandat. Pour l'événement précis, Boïcon est le point de départ de la mise en œuvre des 10 engagements de l'élu républicain. Il s'agit, selon le Soleil Bénin Info, d'une rencontre d'envergure des élus de ce parti qui a opté pour la formation des élus afin d'aborder avec efficacité la gestion des communes que vont diriger les membres BR pour le compte des 6 prochaines années. Les journaux Les 4 Vérités et Info Plus relèvent de leur côté que pour une gouvernance communale moderne, le Bloc républicain outille ses maires et leurs adjoints. Et de l'autre, c'est le parti Union progressiste qui fait son ancrage dans le département du Zou à ce sujet. Fraternité souligne que 3 communes, à savoir Boïcon, Djidja et Zakbota, constituent aujourd'hui les véritables viviers électoraux de l'Union progressiste dans le Zou. À titre illustratif, dans la 23e circonscription électorale, sur un total de 62 000 voix obtenues par l'Union progressiste selon les chiffres de la Sénat lors des dernières communales, la commune de Boïcon a donné, elle seule, 20 145 voix, suivie de la commune de Djidja avec 17 630 voix contre 15 136 voix pour Aboumé et 14 915 voix pour la commune d'Agbanizou. Et l'autre actualité qui fait la une ce jour est la loi portant organisation du secret de la défense nationale en République du Bénin. Comme renseigne le journal de notre époque, la Cour constitutionnelle la déclare exécutoire. Bénin intelligent d'expliquer que sur requête du président de l'Assemblée nationale, la haute juridiction a autorisé l'exécution de la loi portant organisation du secret de la défense nationale après sa publication au journal officiel. Pour rappel, poursuit le journal, elle a été votée par l'Assemblée nationale le 18 janvier 2019. La Cour constitutionnelle avait procédé à son étude et l'avait déclarée conforme à la Constitution sur demande du chef de l'État le 1er février 2019, lequel contrôle de constitutionnalité favorable a été sanctionné. Par conséquent, la demande itérative de contrôle de constitutionnalité formulée par le président de la République est irrecevable. Le journal de faire observer que la Cour donne raison à Vlavonou et en titrant que la Cour Djogbenou dit non à Talon, la dépêche estime qu'elle déclenche une hilarité générale pour le confrère de la matinée. Joseph Djogbenou tente de gagner la confiance du peuple. Dans tous les cas, et ainsi déclaré exécutoire, souligne la Nation, la loi entre en vigueur selon la Cour à compter de la date de publication de la présente décision au journal officiel. Et puis la pandémie de l'heure qu'est la Covid-19 a fait son 13e décès au Bénin. C'est Libération qui le révèle sous le titre « 2 nouveaux décès et 115 nouveaux cas détectés ». La presse du jour ajoute qu'on dénombre à ce jour 765 cas positifs, ce qui amène Bénin Intelligent à écrire que l'ascension funeste se poursuit quand sur la question du débordement
dans les centres de traitement. Le matinal note que les centres de traitement et de prise en charge des personnes atteintes du coronavirus ne sont pas pour l'heure saturés malgré la hausse des cas confirmés au Bénin et face à la situation épidémiologique inquiétante avec le nombre de cas qui ne cesse d'augmenter au Bénin depuis quelques semaines, rapporte à la Nation. Le directeur départemental de la santé du Borgou, Ibrahim Mama Sissé, a effectué une sortie samedi 20 juin à Parakou. Il a saisi l'occasion pour mettre en garde les formations sanitaires ainsi que les responsables des officines de pharmacie fonctionnelle dans le département. Et pendant ce temps, la cité royale de Savalou vit une petite tension quant à la succession au trône. Le clairon en fait qu'à ce jour, tout comme Bénin Intelligent pour lequel c'est la guéguerre à la cour royale de Savalou. C'est en effet ce à quoi l'opinion assiste depuis la mort de Sa Majesté Dada Gandeni Aouyo Bagidi 14 au mois de janvier dernier. À la suite du choix du Vidaho Arsène Ganfon, des voix s'élèvent pour dénoncer la procédure mise en œuvre. C'est le cas du sieur Évariste Sosa Ganfon, ce qui aux yeux de certains paraît une imposture. Fait observer Fraternité qui écrit que car ce choix, loin de faire l'unanimité, a créé plus de scissions au sein de la lignée Aïgnon Davodono Gandigué. Le journal de constater que plusieurs interrogations subsistent sur cette légitimité en question. La médiation enclenchée par des hauts cadres de Savalou pour concilier les différents camps n'a pas véritablement prospéré. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Voilà, aujourd'hui sur l'ensemble du pays et notamment au sud du pays, Cotonou, Abomey-Calavi, Sémé-Podjiouida et bien d'autres, eh bien, le temps est couvert, il pleut en ce moment, il y a des averses éparses par endroits. Prenez vos dispositions et prenez surtout soin de vous une fois que vous vous engagez dans la circulation. C'était chez vous, Actu Matin. Merci à tous de votre attention. Gardez le sourire. Demain, on vous reviendra à partir de 7h. Avec beaucoup d'autres informations à partager avec vous. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.